J'ai des antécédents de paralysie du sommeil et de rêves bizarres, mais cette rencontre m'a semblé trop réelle et trop choquante pour que je puisse l'ignorer. Il était environ 3 heures du matin lorsque j'ai commencé à m'endormir. Mon chat dormait dans son panier derrière moi. Dans les limbes, entre éveil et sommeil, j'entendais ma musique habituelle de sommeil. J'entendais mon chat se déplacer dans son lit, mais tout à coup, j'ai commencé à entendre des grognements. Quand j'ai ouvert les yeux, il y avait un chien devant moi. Il était grand, un peu plus haut que mes yeux dans le lit et se tenait entre la porte de mon placard et mon lit. Alors que mes yeux étaient rivés sur lui, il a continué à grogner quelques secondes, puis il s'est tu et m'a regardé fixement. Il avait des yeux de chien normaux et foncés. Je ne pouvais tout simplement pas croire à quel point ce chien était grand, comme un labrador noir agrandi, avec un pelage plus hirsute du milieu vers le bas, ou peut-être était-il mouillé. Il faisait si sombre, et les lignes de faible lumière provenant des stores de ma fenêtre entr'ouverte rendaient sa fourrure difficile à voir clairement. De même, le dessus de sa tête avait l'air un peu tacheté. Je ne pouvais pas dire si c'était à cause du motif de la fourrure, de la saleté ou des cicatrices ou quoi que ce soit d'autre. J'ai commencé à respirer fort et mon cœur battait presque à tout rompre. Je me suis dit, comment un chien a-t-il pu entrer dans mon appartement? J'ai supposé que le chien de mes voisins était entré, mais j'ai réalisé que le chien devant moi était facilement 2 fois plus gros que celui des voisins, presque aussi gros qu'un grand danois, si ce n'est pas à peu près de la même taille. J'ai reculé dans mon lit effrayé. J'ai gardé les yeux rivés sur le chien. Pour moi, il était là, clair comme le jour. Il se tenait là et me regardait fixement à 1 ou 2 mètres de moi. Puis, en me redressant, je l'ai regardé s'éloigner comme on regarde quelque chose tomber dans un trou noir, stagnant et s'assombrissant progressivement jusqu'à ce qu'il disparaisse. Je me suis sentie paranoïaque et nerveuse à l'idée d'essayer de me rendormir après ça. Mon chat avait levé la tête et était très alerte et agité lui aussi. J'ai 2 théories pour savoir s'il s'agit d'un esprit ou de quelque chose de ce genre. Premièrement, j'ai un autel de sorcellerie au-dessus de la tête de mon lit, sur le mur, dédié en partie à la déesse Hécate. Je n'ai pas fait de travail spirituel avec mon autel depuis des semaines, voire plus longtemps. Mais Hécate fait partie de ma vie depuis que j'ai 10 ans. Deuxièmement, mon père est mort il y a quelques mois. Il n'était pas prêt à quitter ce monde lorsqu'il est décédé. Il voulait rester. Sa femme lui a fait promettre qu'il nous laisserait des signes s'il était devenu un esprit. Et tous les membres de la famille proche ont dressé une liste de ces signes. Cela aurait-il pu être l'un d'entre eux ou bien était-ce un appel d'Hécate? Je ne sais pas. Les 2 options me semblent surréalistes parce que ce chien la nuit dernière m'a semblé tellement plus réel que tout ce que j'ai connu de paranormal auparavant. Et comme je l'ai dit, je ne pense pas que j'ai rêvé parce que j'étais très réveillée quand j'ai eu le déclic qu'il y avait un chien géant dans la chambre et qui était là pendant quelques secondes avant qu'il ne s'efface. Je me sens assez bouleversée par cette situation et j'ai du mal à trouver quelque chose en ligne pour m'aider à me rassurer ou à expliquer cette expérience. Je suis infirmière en soins palliatifs et j'ai vécu cette expérience il y a une dizaine d'années alors que j'étais fraîchement diplômée et que je travaillais dans l'hospice depuis 6 mois environ. Je travaillais de nuit et après avoir pris le relais de l'équipe de fin de journée, je suis allée voir tous les patients, 12 personnes, dont 4 dans de petites chambres privées. Les patients des chambres privées étaient les plus proches de la mort, alités et dormant pendant de longues périodes. Ils n'avaient aucun contact les uns avec les autres. Ce soir-là, dans la première chambre privée, la vieille dame m'a demandé « Mademoiselle, c'était votre chien tout à l'heure ?» Elle m'a dit qu'il était grand et noir et qu'il ressemblait à un berger allemand.
Je lui ai répondu qu'il s'agissait peut-être d'un chien de thérapie. Je savais que l'un d'entre eux était un gros lévrier, mais il n'aurait pas dû se promener sans laisse, et bien sûr, il n'avait pas l'air d'un berger allemand. J'ai vérifié le registre des visiteurs, et aucun chien de thérapie n'était venu ce jour-là. J'ai mis ça sur le compte de ses médicaments contre la douleur et de sa maladie, jusqu'à ce que je me rende dans la deuxième chambre privée et que cet homme me dise « Il y avait un gros chien noir juste à côté de mon lit tout à l'heure. » Je pouvais voir qu'il était bouleversé, alors j'ai dit que ça devait être celui d'un des visiteurs et qu'il était parti, mais un frisson m'a parcouru le dos. La troisième chambre privée était occupée par une autre dame, très faible mais encore lucide et cohérente, et j'ai de nouveau entendu parler d'un chien noir. Je lui ai demandé s'il ressemblait à un berger allemand. Elle m'a répondu qu'il ressemblait à un loup. Je lui ai dit que 2 autres patients l'avaient vu, et cela a semblé la rassurer. Je lui ai dit que je chercherais à savoir pourquoi le chien d'un visiteur s'était promené, mais je savais qu'il n'y avait pas de chien en chair et en os dans l'unité ce jour-là. Nous avons perdu ces 3 patients dans les 24 heures. Les 2 premiers étaient attendus et sont partis paisiblement. La troisième dame n'était pas attendue si tôt. Elle a eu une hémorragie catastrophique cette nuit-là. Dans le folklore britannique, le chien noir est souvent associé à la mort et était autrefois considéré comme une sorte de guide spirituel qui conduit les gens dans l'au-delà. Il pourrait bien sûr s'agir d'une simple coïncidence, peut-être à cause de la morphine. Il est très probable que ces personnes connaissaient déjà l'existence des chiens noirs dans la mythologie anglaise, mais il n'en reste pas moins que le fait que tous les 3 aient vu la même apparition le même soir est assez effrayant et fascinant. Une amie et moi-même sommes allés rendre visite à une autre amie en Belgique. Nous étions hébergés dans la maison de ses beaux-parents, car ils étaient absents et disposaient d'une piscine. Il s'est avéré que la maison n'était pas du tout une maison, mais un château datant du XVIIIe siècle. Il s'agissait d'un bâtiment extrêmement grandiose, doté de tourelles et de douves, situé sur des hectares et des hectares de terrain. Lorsque nous sommes arrivés, nous avons emprunté la longue allée bordée d'arbres. L'allée menait directement à la grande porte d'entrée du bâtiment, qui n'était pas utilisée. Au lieu de ça, ils avaient installé un portail autour de la porte et l'utilisaient pour garder les chiens en sécurité à l'extérieur lorsqu'ils n'étaient pas dans la propriété. À notre approche, nous avons pu voir les chiens sauter d'excitation et faire des bonds derrière la grille. Au fur et à mesure que nous nous rapprochions, on les voyait plus distinctement. Il y avait un border collie couché, un autre debout qui sautait partout, puis un troisième chien entre les deux. Le chien du milieu ne ressemblait à aucun autre chien que j'avais vu auparavant. Il était longiligne et noir, avec des membres trapus. Il avait le poil court, contrairement aux collies à poil long à côté desquels il se trouvait, et il était grand et d'un noir absolu. Je n'avais jamais vu un chien pareil. Sa forme, sa taille et sa couleur ne ressemblaient à aucune autre race. Finalement, j'ai chuchoté à mon ami qui était sur le siège passager. « C'est quoi cette bête au milieu ?» J'ai utilisé le mot « bête » de manière facétieuse, mais c'est vraiment le premier mot qui m'est venu à l'esprit en le regardant. Elle a hoché la tête en signe d'approbation et m'a dit qu'elle s'était posé la même question. Cependant, nous étions plus excités par le palais qui se trouvait devant nous et nous n'y avons pas trop réfléchi. Lorsque nous avons franchi la longue allée et que nous sommes arrivés à la propriété, nous étions une fois de plus distraites par la sortie de nos bagages de la voiture et l'exploration de la maison, et nous n'avons donc pas regardé les chiens de plus près. Nous avons passé la journée à explorer le terrain, suivis par les 2 border collies qui étaient toujours près de nous. J'avais complètement oublié le grand chien noir jusqu'à ce que des heures plus tard, je me rende compte que nous ne l'avions pas vu depuis que nous étions sortis de la voiture. J'ai demandé à mon ami, dont les beaux-parents possédaient la maison, ce qu'il était advenu de l'autre chien. Elle m'a demandé confuse. « Mais quel autre chien ?»« Le chien noir.
Notre amie pensait que nous avions tout inventé pour l'effrayer. Elle a dit qu'il n'y avait que 2 chiens. La seule explication qu'elle a pu donner est qu'il aurait pu appartenir au jardinier, mais nous l'avons vu après et il ne lui appartenait pas. Plus tard, j'ai fait des recherches sur Google et j'ai trouvé des informations sur un chien de l'enfer dans le folklore ainsi que sur la bête des Flandres, un esprit qui prend la forme d'un grand chien noir, qui se trouve être la région dans laquelle nous nous trouvions. J'aimerais savoir si quelqu'un a vécu quelque chose de similaire ou s'il y a une explication possible à ce que nous avons vu, car nous ne savons pas quoi faire. Nous avons décrit la chose exactement de la même manière à l'autre et nous l'avons tous les deux vue avec certitude. À Meriden, dans le Connecticut, à environ 40 minutes de chez moi, il existe une chaîne de crêtes rocheuses montagneuses appelée Hanging Hills. Le moyen le plus simple d'y accéder est de se garer dans un parc boisé et montagneux appelé Hubbard Park et d'emprunter un sentier qui commence par un pont passager qui traverse l'autoroute. J'ai le vertige, mais j'essaie toujours de me mettre au défi en faisant des randonnées et en me plaçant dans des situations légèrement inconfortables pour surmonter mes peurs. Au printemps 2014, ma femme, qui était ma petite amie à l'époque, et moi avons décidé de faire notre énième randonnée à Hanging Hills pour voir Castle Craig, une tour de pierre qui se trouvait à l'extrémité du sentier principal et qui surplombait les falaises, la ville de Meriden et la vallée de Quinnipiac. Sur le sentier, ma petite amie et moi avons rencontré un randonneur qui laissait son chien sans collier en liberté. Nous ne savions pas si c'était pour embêter les gens ou non. Le chien était plutôt grand, comme un mélange de labrador et de terrier, et il était également amical. Il s'est approché de nous et a commencé à halter. Ensuite, le randonneur l'a rappelé et ils se sont éloignés. Nous sommes arrivés à Castle Craig environ 20 minutes plus tard. Contrairement au sentier de l'autoroute, le sentier principal du parc n'est ni long ni difficile, si ce n'est qu'il y a une grande colline à la fin. Nous avons pris des photos au sommet de la tour et au bord de la falaise. « Tu veux prendre le sentier principal ou la route ?» demandai-je alors que nous finissions de prendre des photos et de boire le peu d'eau qu'il nous restait dans nos sacs. « La route, insiste-t-elle. On peut voir la rivière. » La route qui mène à Castle Craig est généralement empruntée par les voitures et les cyclistes. Nous l'empruntons parfois pour apercevoir la rivière Quinnipiac sur le chemin du retour vers le parc. Malgré une chaude journée d'avril, il y avait très peu de voitures et de cyclistes dans la descente. C'était agréable et tranquille. Après environ 400 mètres de marche, ma copine m'a tiré sur l'épaule et m'a montré une silhouette sur le bord de la route, entre des arbustes. Elle se tenait à environ 3 mètres devant nous. « Qu'est-ce que c'est » a-t-elle dit. Je fis un pas en avant, mais elle tira sur ma chemise et secoua la tête, l'air effrayé. La silhouette ressemblait à un chien noir de taille moyenne. Je n'y aurais pas prêté attention si celle-ci n'avait pas été floue. J'aurais pensé que c'était juste un simple chien errant. Ce n'était pas la distance entre nous qui la rendait floue, et il n'y avait pas de brouillard ce jour-là. C'était presque comme si Mère Nature avait pris le chien dans un programme Photoshop et avait utilisé l'effet de flou. Même lorsque j'ai fait un pas de plus, devant l'hésitation de ma copine, l'image est restée floue. Nous étions pourtant figés et n'avons pas pensé à prendre une photo. Nous avions compris, sans le savoir, qu'il ne fallait pas s'approcher et attendre que la silhouette traverse. Lorsque celle-ci a traversé la route, elle ne nous a pas regardés. Nous sommes restés silencieux. Nous savions tous les deux ce que nous avions vu, mais nous n'arrivions pas à l'exprimer. Ce n'est qu'après un certain temps que j'ai dit que j'aurais dû prendre une photo. Voir cette silhouette n'était pas effrayant, mais pas agréable non plus. Pendant le reste de la randonnée, nous nous sommes lancés dans une discussion sur la légende du chien noir. Les histoires de fantômes qui ont un tant soit peu de réalité historique m'intriguent, car la plupart des représentations de fantômes que l'on voit à la télévision ou sur YouTube de nos jours montrent des gens qui sont facilement effrayés par des tremblements ou des bruits dans un lieu abandonné.
La légende du chien noir est une exception, car elle implique la légende elle-même et l'histoire de deux géologues de la fin du XIXe siècle qui l'ont rencontré et l'ont documenté. La légende veut que l'on voit le chien noir des collines suspendu une fois pour la joie, 2 fois pour le chagrin et 3 fois pour la mort. Au cours de l'hiver 1891, 2 géologues, William Pynchon et Herbert Marshall, effectuaient des recherches dans la région lorsqu'ils ont rencontré le chien noir. Selon l'histoire, William l'avait vu une fois et Herbert 2 fois auparavant. Ce dernier ne croyait pas à cette légende. Après avoir escaladé seul les collines, il aurait fait une chute mortelle. Depuis cette expérience, nous sommes retournés à Hanging Hills à de nombreuses reprises. Nous n'avons jamais eu de chance ou de chagrin, juste le souvenir d'un chien noir flou et la compréhension que lorsque vous voyez une entité paranormale avec quelqu'un d'autre et que vous comprenez ce que c'est, il n'y a pas vraiment de questions à se poser à ce sujet. Voici une expérience que j'ai vécue en avril de l'année dernière. Ma mère est une infirmière itinérante et elle est souvent affectée en Alaska et dans d'autres États moins peuplés. Alors je voyage habituellement 3 ou 4 fois par an pour aller la voir. C'était la première fois que j'allais la voir en Alaska. Elle resta à Fairbanks pour 3 mois. Pendant qu'elle était au travail, j'ai pris sa voiture de location et j'ai exploré Fairbanks et les villes voisines. Il faut savoir que l'Alaska est très peu peuplé et les villes de 1000 habitants ou plus sont considérées comme assez grandes. Un jour, j'ai décidé de faire une longue excursion d'une journée jusqu'au Denali State Park en empruntant Parks Highway comme on l'appelle souvent. Il s'agit d'une longue route sinueuse qui relie Fairbanks à la périphérie d'Anchorage, la plus grande ville d'Alaska. Le long de la route entre Fairbanks et Denali State Park, vous traversez 3 ou 4 villes, dont la plus grande est Nenana, qui ne compte que 365 habitants. Une fois que l'on sort de Fairbanks, on se sent vraiment seul. Je me souviens avoir parcouru 70 à 80 km sans croiser une seule voiture. La beauté du paysage et les montagnes enneigées et glacées qui vous entourent vous font oublier que vous êtes au milieu de nulle part. C'était un jour de semaine et en dehors de la saison touristique en Alaska. La plupart des véhicules que j'ai croisés étaient des cremiers ou des semi-remorques. Nous étions au début du mois d'avril. Il y avait encore de la neige lourdement tassée sur les bords des routes et dans les forêts, mais les routes étaient complètement dégagées. De Fairbanks au parc national de Denali, il faut compter 4 à 5 heures de route. Mon objectif principal était de voir le mont McKinley, la plus haute montagne d'Amérique du Nord. Je n'avais pas fait beaucoup de recherches sur la façon de le voir, et il était plus difficile de le voir en avril que pendant les mois d'été. Il y a une route qui mène au parc national, dont l'on peut voir le mont McKinley, mais je l'avais empruntée sans savoir si l'état de la route était bon. J'avais regardé sur Google Maps, et cela montrait qu'il y avait quelque chose comme une vue panoramique que l'on voit parfois sur les autoroutes américaines. J'ai supposé qu'il était possible d'apercevoir le mont McKinley de là. Si vous allez sur Google Maps, c'est en face du camping de Byers Lake. Le terrain de camping semblait fermé, mais il n'y avait pas de barrière ou quoi que ce soit qui m'empêchait d'entrer dans la zone. C'est à ce moment-là que j'ai complètement perdu la réception cellulaire et que le GPS de mon téléphone ne fonctionnait pas. Lorsque je suis arrivé au terrain de camping, il y avait probablement 40 à 60 cm de neige sur certaines routes. Certaines d'entre elles avaient été déneigées. J'ai donc supposé qu'il devait y avoir des visiteurs, mais il n'y avait aucune voiture, ni personne en vue. Pendant les 4 heures et plus que j'ai passées en voiture, je n'ai jamais ressenti de malaise ou de mauvaises sensations. Lorsque je me trouve dans des zones désolées, en particulier dans le désert, j'ai de très mauvaises vibrations, mais ce n'était pas le cas en Alaska pour une raison que j'ignore. Cela a changé environ 30 secondes après avoir pénétré dans le terrain de camping.
Peut-être était-ce le fait que j'entrais dans un terrain de camping abandonné, ou le fait que je n'avais plus de réception cellulaire, mais quelque chose ne me convenait pas. Cependant, j'étais déterminée à voir le mont McKinley, et j'essayais de me concentrer sur ça et de trouver un bon endroit pour prendre des photos sympas. J'ai emprunté des routes sinueuses et des cul-de-sac, puis le ciel s'est soudainement couvert. J'étais de plus en plus frustrée de ne pas trouver d'endroit où prendre des photos, puis j'ai réalisé que j'étais perdue. Ce n'est pas loin de l'autoroute principale, mais j'étais perdue. J'ai commencé à ne plus savoir où j'étais exactement, et mon GPS ne fonctionnait toujours pas. J'ai donc commencé à paniquer un peu. J'ai emprunté un chemin de terre jusqu'au lac, et il y avait une grande ouverture. La vue était magnifique. Le lac était complètement gelé, et derrière lui, en arrière-plan, se trouvait une petite montagne enneigée. La scène sortait tout droit d'un magazine, alors je suis sortie pour prendre quelques photos. Je suis restée là, quelques minutes à admirer la beauté de la nature sauvage de l'Alaska, et je regardais mes photos pour voir si elles étaient bonnes, quand j'ai entendu un cri au loin. C'était un cri proche, mais il semblait étouffé, comme si quelque chose était capable de contrôler le volume de sa voix pour donner l'impression qu'il était loin, alors qu'en réalité, il était proche. J'ai regardé autour de moi pour essayer de comprendre ce que c'était. Tout mon corps me disait de foutre le camp, mais je suis restée là, confuse et un peu effrayée. J'avais l'impression d'être observée et tous les poils de mes bras se hérissaient. Je me demandais s'il s'agissait d'un lynx ou d'un puma, car on les confond souvent avec des cris de femmes. Et là, je regarde de l'autre côté du lac et je vois une personne portant une veste orange clair et un jean. Elle avait un bonnet vert sur la tête. Je lui ai fait signe et elle m'a répondu immédiatement. C'est alors qu'un sentiment écrasant d'effroi et de terreur s'est emparé de moi. Je portais une veste orange clair, un jean et un bonnet vert. La personne avait la peau brune comme moi. Je suis à moitié philippine et à moitié blanche. Je ne pouvais pas complètement distinguer les traits de son visage, mais j'avais l'impression de voir des cheveux noirs dépasser de son bonnet, qui sont de la même couleur que mes cheveux. Je suis restée là quelques secondes, figée par le choc et la peur, puis j'ai déguerpi. J'ai remonté la colline jusqu'à ma voiture et j'ai fait un donut dans la neige en faisant tourner les pneus pour essayer de sortir de là. J'ai commencé à paniquer et j'essayais de trouver la sortie. J'ai vu un panneau qui était presque entièrement recouvert de neige, mais qui avait une flèche pointant vers la gauche, et j'ai débouché sur la première partie du terrain de camping. Il s'agissait d'une salle de bain et d'un bureau avec une statue commémorative d'un vétéran. Il y avait un hibou blanc perché sur la statue qui me regardait avec la tête de côté, comme s'il se penchait. J'ai trouvé la sortie et je suis rentré à toute vitesse à Fairbanks en vérifiant mon rétroviseur toutes les 10 secondes. Je ne sais pas vraiment quoi penser de cette situation. En entrant dans la civilisation, je me suis calmée et je n'ai pas eu d'autres expériences bizarres en Alaska ou depuis. J'ai envisagé la possibilité qu'il s'agisse d'un skinwalker ou d'un aswang, un métamorphe du folklore philippin. Commençons par un peu de contexte. Je travaille dans les cimetières et je n'ai pas de week-end de congé. Le dimanche, je fais généralement une sieste avec mon mari pendant quelques heures, puis je reste éveillée et je prends du Benadryl ou autre chose pour m'aider à dormir. Hier soir, j'étais exceptionnellement fatiguée, alors je me suis couchée vers 22h30. J'ai réglé mon réveil à 2h et je me suis levée pour laisser sortir les chiens et fumer 1 ou 2 cigarettes. Nous avons une véranda dans laquelle nous fumons, et la salle à manger a une immense fenêtre qui donne sur la véranda. Vers 2h20, j'étais complètement réveillée, et je regardais mon téléphone. J'ai levé les yeux,
et j'ai vu mon mari me regarder à travers la fenêtre de la salle à manger. Je l'ai regardé et j'ai souri un peu, et il est retourné derrière le mur où je ne pouvais pas le voir. Il a regardé à travers la fenêtre 2 fois de plus. J'ai ri et je lui ai demandé s'il allait se joindre à moi. La 3e fois, je me suis levée et je suis allée regarder à l'intérieur. Je ne l'ai pas vu et j'ai pensé qu'il attendait dans le garage pour me faire peur. J'ai ouvert la porte pour entrer et je ne l'ai pas vu. Les chiens n'ont pas fait de geste pour montrer qu'ils l'avaient vu non plus. À ce stade, je suis un peu paniquée. Je suis allée dans notre chambre et il dormait profondément. Je l'ai réveillé en panique en lui demandant s'il se moquait de moi. Il jure que non. Et je sais qu'il ne se moquait pas de moi à la façon dont il dormait. Il m'a dit de chercher Doppelganger sur Google parce qu'il en avait entendu parler dans les émissions de fantômes qu'il regarde. Apparemment, cela signifierait qu'il va mourir. Je suis venue travailler avec lui aujourd'hui parce que je suis complètement paniquée maintenant. Je tiens également à préciser que je suis saine d'esprit. Je n'ai pris aucun somnifère ni bu d'alcool avant de m'endormir hier soir. Je ne prends aucun médicament et je suis en parfaite santé. Je viens de passer mon examen physique annuel sans aucun problème. Que signifiait le fait de le voir? Suis-je folle de m'inquiéter? Je m'excuse si j'ai l'air folle. Pour mettre les choses en contexte, je commencerai par dire que lorsque j'étais à la fin de mon adolescence, je vivais dans une petite ville, juste à l'extérieur de Hambourg, non loin de ma petite amie de l'époque. Nous passions beaucoup de temps ensemble et sortions pour de nombreuses promenades, car aucun de nous n'avait de voiture. Tous les 2 ou 3 jours, je l'accompagnais à son auto-école, juste au bout de la rue. Ses cours commençaient toujours assez tard dans la soirée, et c'était l'hiver en Allemagne. Donc les journées étaient très courtes, il faisait nuit tôt. Je détestais quand elle s'y rendait seule à pied. De plus, après l'avoir déposée à ses cours, j'essayais toujours d'être là pour la raccompagner chez elle également. Je partais simplement après l'avoir déposée et revenais après la durée de son cours. C'est là que les choses deviennent bizarres. Un soir, je l'ai déposée comme d'habitude, seulement 20 minutes de marche environ, en traversant un parc boisé tranquille, et quelques petites rues secondaires pour y arriver. Je suis partie pour rentrer chez moi pendant environ 1 heure ou 2, puis je suis partie tôt pour pouvoir la récupérer avant qu'elle ne parte. Pour une raison quelconque, je suis arrivée particulièrement tôt cette fois-ci, et j'ai dû attendre dehors pendant environ 20 minutes. Il faisait très sombre, et j'étais simplement assis là, à l'arrêt de bus en face de l'école. J'ai attendu, et elle ne sortait tout simplement pas des portes de l'école. Je suis resté assis dehors pendant probablement 35 minutes à attendre là-bas. Il faut également noter que je n'avais pas mon téléphone sur moi à ce moment-là. J'avais pensé que ce serait une excursion rapide et facile, donc je ne l'ai pas apporté. À ce stade, j'ai bien sûr commencé à réfléchir. Est-ce qu'elle est déjà partie? J'ai dû la rater? Elle devrait avoir fini maintenant, etc. Après environ 40 minutes, j'ai commencé à envisager de revenir sur mes pas pour voir si elle marchait seule, mais je ne voulais pas prendre de risque au cas où elle ne serait pas partie. Je suis donc resté là, à attendre nerveusement. Je suis assis là, tapant du pied, et je vois 2 personnes avec des lampes de poche qui marchent dans la rue dans la direction opposée, apparemment à la recherche de quelqu'un. Je me suis levé et je me suis approché pour voir ce qui se passait. Les 2 personnes étaient ma petite amie et sa mère. Dès qu'elles m'ont vue, elles ont dit « Ah, te voilà, on t'a cherché partout, mais où étais-tu? Et que faisais-tu là-bas » J'ai dit « Que voulez-vous dire? Je suis ici depuis 40 minutes à attendre. Que se passe-t-il » Ma petite amie répond « J'ai fini tôt aujourd'hui et j'ai commencé à marcher seule. Et je t'ai vu me suivre. Pourquoi es-tu de retour ici maintenant? Ce n'est pas drôle. » J'étais abasourdie. « De quoi tu parles?
Je suis là depuis 45 minutes d'affilée. Maintenant, voici ce que ma petite amie a vu de son point de vue. Elle avait quitté son cours un peu plus tôt ce jour-là. Elle a commencé à marcher vers la maison après avoir remarqué que je n'étais pas encore arrivé pour la récupérer. Supposant qu'elle me croiserait sur le chemin, elle n'a pas eu peur de marcher seule et a commencé à rentrer chez elle avec confiance. Puis, elle m'a repéré à environ 500 mètres et m'a vu traverser la rue, ce que j'avais fait en marchant vers l'école. Elle s'attendait à ce que je m'approche d'elle et que je la salue, mais il semble que je ne l'ai pas remarquée de l'autre côté de la rue et nous sommes passés l'un à côté de l'autre. C'était la dernière fois qu'elle m'a vue avant de me retrouver à nouveau à l'arrêt de bus. Malheureusement, j'étais un sacré farceur. Je la taquinais toujours. Elle pensait que je l'ignorais intentionnellement pour me faufiler et lui faire peur ou quelque chose comme ça. Quoi qu'il en soit, elle ne m'a pas appelé parce qu'elle pensait que j'étais un con. Voici la partie effrayante. Donc, peu de temps après cette première interaction, je suis arrivé à l'arrêt de bus et j'ai attendu. Elle, en revanche, a eu une promenade très mouvementée. Après m'avoir vu, elle a continué à marcher vers la maison, s'attendant à ce que je lui fasse peur ou autre chose. Elle a commencé à entendre des pas derrière elle à environ 10 mètres. Elle était persuadée que c'était moi qui voulais la surprendre. Elle s'est alors retournée, et ce qu'elle a vu, c'était moi, la suivant dans ma tenue exacte, marchant exactement comme je marche. Selon elle, c'était mon visage exact, ma couleur de cheveux et même mon comportement physique. Pour elle, il ne faisait aucun doute que c'était moi. Le sosie n'a rien dit, n'a jamais levé les yeux et est resté à une distance constante de 10 mètres derrière elle. Bien sûr, elle s'est retournée et a ri de ma prétendue tentative pathétique de lui faire peur. Mais après un certain temps, elle a commencé à trouver ça bizarre et à se demander ce que je faisais. Puis les pas se sont finalement arrêtés et elle m'a perdu dans un virage de la route. Elle s'est retournée confuse et a même appelé mon nom sans succès. Elle a haussé les épaules et a continué à avancer dans le parc boisé près de chez elle. C'était un parc très calme, sombre et effrayant, mais elle l'a traversé. Je vous rappelle que pendant tout ce temps, j'étais en fait assis à l'arrêt de bus. À peu près à mi-chemin du petit parc, elle entend à nouveau des pas, mais ils étaient beaucoup plus rapides et plus lourds. Elle se retourne pour me voir à nouveau en train de sprinter vers elle. À ce moment-là, elle a été surprise. Elle ne savait pas ce qui se passait et je me dirigeais apparemment droit vers elle. Alors que le sosie arrivait à environ 10 mètres, il s'est retourné et a couru sur un autre chemin dans le parc. L'immense confusion a suscité une certaine inquiétude en elle. Elle était presque à la maison et pensait que je courais peut-être pour la rejoindre de l'autre côté du parc ou quelque chose comme ça. Elle arrive donc à la maison, demande à sa mère si je suis là, et bien sûr, je ne suis jamais arrivée. Elle raconte toute l'histoire à sa mère, et elle commence à s'inquiéter. Elles attendent quelques minutes, puis décident de regarder autour d'elles pour me trouver. Quand leur tentative échoue, elles pensent à regarder à nouveau près de l'auto-école, et c'est là qu'elles trouvent le vrai moi à l'arrêt de bus. Voilà en gros toute l'histoire. C'était extrêmement particulier, et depuis ce jour, il y a environ 6 ans, je me demande ce que cela pourrait bien vouloir dire. Jusqu'à ce jour, cette histoire m'a laissé perplexe. Je dois préciser dès le départ que j'étais très jeune. Mais je me souviens très bien de cet incident en raison de la peur que j'ai ressentie. Je suis né et j'ai été élevé à Miami par des parents honduriens, ce qui signifie que le spiritualisme et la religion vont de pair pour certains. J'ai grandi dans un immeuble avec une immense cour devant la maison. Ma mère me laissait jouer dehors devant la porte d'entrée parce qu'elle pouvait facilement garder un œil sur moi et la cour avant était entièrement clôturée. Ce jour-là, je joue dehors comme n'importe quel autre jour. Je me souviens que ma mère est en train de cuisiner à l'intérieur, comme d'habitude. La porte d'entrée est ouverte. C'est alors que je l'entends qui m'appelle. Je regarde autour de moi et je ne vois personne.
Alors je continue à jouer, mais je l'entends à nouveau. Je regarde vers le bout de notre jardin et derrière la clôture, je vois ma mère. Elle se tient debout et me fait des signes de la main en souriant, essayant de me faire venir vers elle. Je me mets à rire et je cours vers elle, car je pensais que nous jouions à un jeu. Au fur et à mesure que je me rapproche de cette personne, je sens que quelque chose ne va pas, comme s'il ne fallait pas lui faire confiance. Mais je suis déchirée parce que je regarde directement ma mère. C'est sa voix, son visage, même la mèche blanche distincte qu'elle a et qui contraste avec ses cheveux noirs. Je lui demande ce qu'elle fait de l'autre côté de la barrière et elle me dit que nous devons partir, que je dois venir avec elle maintenant. Elle commence à marcher vers la porte de la clôture et je commence à la suivre presque envoûtée. Alors que nous nous rapprochons de la porte, elle commence à me dire que je dois l'ouvrir et sortir pour être avec elle. Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai dit non. Elle a commencé à hausser le ton. Cela me fait peur et je me mets à pleurer. Et puis c'est à ce moment-là que j'entends la voix de ma mère qui vient de chez moi et qui me demande où je suis. Je cours vers ma maison en braillant, hystérique. Je vois ma vraie mère, je la serre dans mes bras et je lui raconte ce qui s'est passé. Je lui parle de la dame qui lui ressemblait et qui essayait de me faire partir. Je me souviens que ma mère m'a serré dans ses bras et m'a dit que ce n'était que le fruit de mon imagination. Des années plus tard, cet incident est évoqué lors d'une conversation avec mes parents et ma mère est complètement stupéfaite que je me souvienne de tout cela avec autant de précision. Elle ajoute également qu'il se passait des choses bizarres dans cet immeuble et qu'elle soupçonne que la seule raison pour laquelle ces choses n'ont pas pu pénétrer dans la propriété, c'est à cause d'une vieille dame cubaine qui vivait à côté de chez nous. Il s'avère qu'elle pratiquait la santeria et qu'elle bénissait constamment les lieux. C'est là que les choses prennent une tournure très intéressante. Alors que ma mère et moi, nous nous remémorons ce qui s'est passé, mon père reste complètement silencieux et semble sous le choc. Il n'était pas au courant de cette histoire et il nous raconte que lorsqu'il était enfant au Honduras, la même chose lui est arrivée. Une femme qui ressemblait à ma grand-mère passait parfois devant sa maison et lui disait qu'ils devaient partir pour être ensemble. Je vais vous raconter quelque chose qui m'est arrivé cet été et je jure que ça m'a fait très peur. Alors cet été, j'ai décidé de partir camper seule dans une forêt isolée. Je sais, ce n'est pas la meilleure idée pour quelqu'un qui se fait facilement des films, et j'avais besoin d'être avec moi-même, de me ressourcer loin du monde. J'ai trouvé un endroit sur une application de camping sauvage qui avait l'air parfait, calme, loin de tout, avec une belle vue et pas de voisins bruyants. Bref, le paradis pour échapper au stress quotidien. Je suis arrivée là-bas en fin d'après-midi. J'ai monté ma tente, préparé un feu de camp et je me suis installée pour la soirée. Le soleil se couchait lentement et la forêt commençait à plonger dans l'obscurité. C'était vraiment calme, trop calme. Il n'y avait pas un bruit, pas même le chant des oiseaux. J'ai trouvé ça un peu bizarre et je me suis dit que c'était peut-être juste la sérénité de la nature. Après avoir mangé, je me suis assis autour du feu et j'ai regardé les flammes, juste pour me détendre. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à entendre des bruits étranges. Au début, il y avait des craquements, comme si quelqu'un ou quelque chose marchait entre les arbres. J'ai pensé qu'il s'agissait probablement d'animaux, alors je n'y ai pas trop prêté attention. Mais à mesure que la nuit avançait, les bruits devenaient plus persistants. Des craquements réguliers, presque comme des pas, mais qui semblaient tourner autour du camp. J'ai essayé d'allumer ma lampe de poche, mais la batterie était presque morte. Je me suis dit que c'était peut-être un autre campeur ou randonneur qui s'était perdu. J'ai donc décidé d'aller voir pour ne pas passer la nuit à me demander ce que c'était. Je m'enfonçais un peu plus dans les bois avec ma lampe de poche. Plus j'avançais, plus l'atmosphère devenait étrange. Les arbres semblaient se refermer sur moi et le sol était étrangement boueux.
J'avais l'impression que quelqu'un ou quelque chose me suivait, mais chaque fois que je me retournais, il n'y avait rien, juste l'obscurité. Soudain, j'ai vu quelque chose qui m'a fait m'arrêter net, une silhouette floue entre les arbres. Je n'ai pu distinguer aucun détail, mais il s'agissait clairement d'une forme humaine, à peine visible dans l'obscurité. Mon cœur s'est mis à battre la chamade, et j'ai décidé de me retourner rapidement. Je n'ai pas attendu de voir si la silhouette bougeait ou non. Je suis retourné à ma tente le plus vite possible. En arrivant au camp, j'ai remarqué quelque chose d'encore plus effrayant. Ma tente avait été défaite, les cordes étaient dénouées et le sac de couchage était éparpillé. Je me sentais extrêmement vulnérable. Je suis resté éveillé toute la nuit, allongé dans mon sac de couchage, à écouter chaque bruit, chaque craquement. Le lendemain matin, j'ai rapidement rassemblé mes affaires et je suis parti aussi vite que j'ai pu. Je ne sais pas ce qui s'est passé cette nuit-là. Peut-être que c'était juste mon imagination qui me jouait des tours, ou peut-être que je suis tombé sur quelque chose de bien plus sinistre. Quoi qu'il en soit, je n'irai plus jamais dans cette forêt. En tout cas, faites attention où vous campez. Ce matin, ma meilleure amie et moi avons emmené nos enfants et nos chiens dans les bois pour prendre l'air. Nous vivons dans le sud du Royaume-Uni. C'est une forêt où nous sommes allés souvent. Dès le départ, il y avait une atmosphère bizarre dans l'air. Les deux chiens semblaient sur les nerfs. Ma chienne, plus que les autres, gémissait et aboyait souvent, ce qui ne lui ressemble pas. Ma fille 4 ans est restée collée à moi pendant toute la promenade, tandis que les jumeaux de mon ami 7 ans couraient devant nous. Il y a 2 chemins qui mènent au bois, un chemin haut et un chemin bas. En dessous du chemin bas, il y a une vallée. Alors que nous marchions là-bas, les jumeaux ont décidé de grimper la pente raide pour atteindre le chemin haut. Le chien de mon ami s'est joint à eux. En haut de la pente, les jumeaux ont dit qu'ils avaient entendu des cochons. Ce n'est pas rare, car il y a des cochons qui errent souvent dans les bois. En quelques secondes, les 2 frères sont partis, complètement hors de vue. Ils sont aventureux, mais n'ont jamais quitté notre champ de vision auparavant. Mon ami a crié fort pour les retrouver, mais nous ne pouvions ni les voir, ni les entendre. Paniquée, elle a tenté de remonter la pente, mais en vain. Dans la vallée au-dessous de nous, nous avons entendu un chien hurler de douleur. On aurait dit qu'il était pris au piège quelque part. Mon ami a interrompu sa tentative d'escalade et s'est mis à crier pour appeler son chien, que nous pensions tous deux être celui qui hurlait. Les cris se sont intensifiés à tel point que mon ami a tenté de descendre la colline dans la vallée pour aider ce que nous pensions être son chien. Soudain, du coin de l'œil, j'ai vu un mouvement et c'était lui qui marchait vers nous depuis la direction où ses jumeaux avaient été vus pour la dernière fois. Dès que nous l'avons aperçu, les cris dans la vallée se sont arrêtés. Une femme est alors apparue en haut de la pente et nous a crié que les jumeaux étaient en train de redescendre le sentier en direction de la lisière des bois. Nous l'avons remerciée et mon amie m'a dit qu'elle allait courir devant pour trouver ses garçons. Nous avons toutes les deux levé les yeux vers l'endroit où se tenait la dame et elle avait disparu. Nous avons regardé autour de nous pour voir où celle-ci avait pu aller, mais nous ne l'avons pas vue. Depuis l'endroit où elle se tenait, une 50aine de chevreuils sont passés tout droit devant nous dans la vallée en direction du chien qui hurlait. Mon ami a alors couru devant pour retrouver ses jumeaux, me laissant avec son chien, le mien et mon enfant de 4 ans. Alors que je continuais à marcher vers le début des bois, j'ai entendu des bruissements dans le feuillage de la vallée à côté de moi. J'ai regardé vers le bas et j'ai vu 5 cerfs qui passaient devant moi en courant dans la direction de l'autre grand groupe de cerfs. J'ai soulevé ma fille pour qu'elle puisse voir les cerfs par elle-même. Alors que je la déposais sur le sol, j'ai entendu un bruit dans la vallée, mais très près de moi, qui ressemblait à celui d'une personne faisant sonner un vieux téléphone. Je me suis arrêté pour regarder dans les arbres, mais je n'ai rien vu. Lorsque je me suis détourné pour continuer ma promenade, le même son a recommencé et s'est arrêté au moment où je me suis retourné.
À ce moment-là, les 2 chiens se sont montrés extrêmement nerveux et regardaient continuellement derrière nous alors que j'essayais de les tirer vers l'avant. Je ne peux pas expliquer pourquoi, mais je savais que ma fille n'était pas en sécurité. Ce qui se passait dans les bois, quoi que ce soit, essayait de nous séparer. J'ai ignoré le bruit et j'ai continué à marcher vers le début du bois aussi vite que possible, tout en traînant ma fille et les chiens en laisse. Au coin de la rue, j'ai vu mon ami qui avait retrouvé ses jumeaux. Ceux-ci avaient le visage très pâle et disaient avoir très peur. Ils nous ont raconté qu'ils avaient commencé à chanter dans les bois parce qu'ils entendaient des brindilles et des feuilles craquer autour d'eux et que ça les effrayait. Puis ces derniers ont affirmé avoir rencontré une dame dont le visage était très brillant et qu'elle leur avait dit de descendre le sentier. Ils ont ajouté qu'ils nous entendaient crier leur nom et qu'ils répondaient mais que nous ne les entendions pas. Nous avons tous entendu tous les sons, nous avons tous vu la dame, nous avons tous eu l'immense sentiment que nous étions tous en train d'être séparés, mais aucun de nous ne peut expliquer ce qui s'est passé ou pourquoi c'est arrivé. C'est une histoire que ma mère et mes tantes m'ont racontée quand j'étais au lycée. J'ai 21 ans maintenant et elle ne m'a jamais quittée. J'y pense constamment et je réfléchis à ce qui s'est passé. Mon grand-père est décédé il y a près d'1 an, en juin 2020. Il avait 96 ans. Mon grand-père John était un homme extrêmement dur et démodé. Il était amer, violent et un véritable macho. Ma mère a été élevée dans l'idée de ne jamais montrer ses émotions ou sa douleur en raison de ses abus et de son manque de compassion envers les autres. Il avait de nombreux secrets dans ma famille qui sont maintenant révélés au grand jour après sa mort. Tout ce qui se passait autour de lui était balayé et oublié parce qu'il avait des choses plus importantes à faire, comme boire et avoir des aventures. Cette histoire se déroule au début et au milieu des années 70. Ma mère est née en 1965 et s'en souvient très bien. Mes tantes se souviennent également de cet événement, mais personne ne sait exactement quelle année. Un jour d'été, John a décidé d'emmener sa famille faire une petite sortie dans les bois avec l'intention de faire un pique-nique. Ma mère, ses 3 sœurs et sa mère, ma grand-mère, étaient toutes là et très enthousiastes à l'idée de cette sortie. D'où nous venons, ma famille est plus qu'habituée à la forêt et vit dans cette région depuis des générations. Aller dans les bois pour une activité familiale amusante n'avait rien d'extraordinaire et semblait être juste une autre journée normale. Ils empruntèrent un chemin de terre dans les bois et s'arrêtèrent une fois qu'ils eurent trouvé une clairière assez grande pour les accueillir. Alors que tous les enfants commençaient à sauter de la voiture et à s'amuser comme le font les enfants après avoir été coincés ensemble, ma grand-mère déchargea leur nourriture et leurs provisions de pique-nique. John commença à examiner la zone et à décider où s'installer. Alors qu'il faisait ça, quelque chose dans les bois, au-delà de la clairière, attira son attention. Avant d'aller voir ce qu'il y avait là-bas, il cria à la famille qu'il revenait tout de suite. Les enfants et ma grand-mère n'y prêtèrent pas beaucoup d'attention, car ils sont tous habitués aux bois et ces bois en particulier leur étaient très familiers. Ils continuèrent à décharger et à installer les affaires qu'ils avaient apportées, puis l'une des filles a montré quelque chose dans la clairière. C'était un monticule de terre, comme s'il y avait quelque chose d'enterré en dessous. Ce monticule avait à peu près la taille d'une petite personne. Il était trop gros pour que ce soit un animal dans ces bois. Il n'y avait rien d'autre que des écureuils et des ratons laveurs dans la zone. L'ambiance est immédiatement passée d'une journée normale dans les bois à quelque chose de beaucoup plus sombre. Ma grand-mère s'est inquiétée et a dit aux filles de rester loin de lui, mais a fait de son mieux pour l'ignorer. Les filles, toutes des enfants, n'avaient pas la même inquiétude et ont continué à jouer tout en évitant le monticule. Elles essayèrent de retourner à leur pique-nique et se poursuivaient déjà en rond. C'était censé être une journée ensoleillée et joyeuse, et ma grand-mère voulait que cela reste ainsi. Les choses semblèrent revenir à la normale pendant un moment. Les arbres autour d'elles formaient un mur de feuillage dense, bloquant leur vue de tout ce qui se trouvait à l'intérieur de la forêt. Puis l'une des filles remarqua à nouveau quelque chose d'étrange. Elle comprit immédiatement ce que c'était. Le long d'une des longues branches de l'arbre pendait un nœud coulant. Il était attaché avec une corde et suspendu bien au-dessus de leur tête.
Un morceau de terre peut être expliqué par la nature, mais quelqu'un a dû placer le nœud coulant là. Ma grand-mère s'est arrêtée net dans son élan lorsqu'elle l'a vu pour la première fois. Quelque chose n'allait pas. Ils ne pouvaient pas simplement faire leur bagage et partir, car John était toujours dans les bois. Même les enfants peuvent reconnaître un nœud coulant comme un symbole de mort. Ma grand-mère, la femme résiliente qu'elle est, a apaisé ses enfants et leur a dit que ce n'étaient que des chasseurs de cerfs qui avaient laissé ça dans ce lieu. Elle savait au fond d'elle-même qu'ils devaient partir. Aucun chasseur de cerfs ne pendrait un cerf pour ensuite l'enterrer, du moins aucun chasseur de cerfs sain d'esprit. Ce n'est que lorsqu'ils ont commencé à entendre quelque chose dans les bois qu'ils ont paniqué. C'était un chant rythmé. On aurait dit qu'il y avait un groupe de personnes qui chantaient toutes d'une voix grave au rythme d'un tambour. Le rythme était rapide. 3 battements réguliers suivis d'une pause, puis le son se répétait. Le son semblait lointain, mais la peur a immédiatement commencé à s'emparer de chacun d'eux. Ils ont tous écouté et se sont rassemblés. Au fil des secondes, le son a commencé à augmenter en volume. Il devenait non seulement plus fort, mais aussi plus proche. Ma grand-mère était terrifiée et voulait désespérément partir, mais John n'était pas encore revenu. Ils attendaient tandis que le son commençait à remplir leur poitrine. Ils avaient l'impression d'assister à un concert. C'était partout et constant, comme si le son était produit par les arbres eux-mêmes, entourant la famille dans toutes les directions. Soudain, ils entendirent la voix de John leur crier depuis les arbres. « Allez, montez dans la voiture !» Il sortit en courant des bois, en criant qu'il devait partir. Il n'avait jamais vu mon grand-père aussi terrifié qu'à cet instant. C'était un homme qui n'avait peur de rien, qui n'était pas dérangé par le monde qui l'entourait. Il avait vu quelque chose dans ces bois, quelque chose qui le secoua jusqu'au plus profond de son être. Ma grand-mère commença à tout remettre dans la voiture, tandis que les enfants montaient aussi. John et elle ramassèrent leurs affaires. Ils ne se souciaient pas des choses qu'ils emballaient à cause de leur peur. La nourriture était partout dans le coffre et les objets étaient cassés. Après avoir tout jeté à l'intérieur, ils s'en allèrent au plus vite. Mon grand-père a refusé de raconter ce qu'il a vu à ma grand-mère ou aux enfants. Chaque fois que cela a été évoqué, il a rapidement repoussé et leur a dit avec colère de ne plus poser de questions. Il n'est jamais allé à la police, ni en a parlé à quelqu'un d'extérieur à la famille. Mon grand-père est la seule personne qui sait ce qui s'est passé ce jour-là. Quand j'ai entendu l'histoire pour la première fois, je me suis juré que je lui poserais la question un jour. Maintenant, je ne peux plus. Au moment où j'étais au lycée, il avait déménagé hors de l'État avec d'autres membres de la famille et j'ai perdu contact avec lui en dehors de quelques appels ou lettres d'anniversaire occasionnelles. Cette histoire n'a pas de réponse. Ma mère et mes tantes s'en souviennent comme d'un souvenir effrayant de leur enfance. C'est ce qui est arrivé à ma colocataire et moi il y a 2 ans lorsque nous sommes allés dans la forêt nationale juste à l'extérieur de la ville où nous vivons. Nous fréquentons une petite université en Nouvelle-Angleterre à environ 3 heures de toute grande ville. Pour le contexte, cette forêt est entourée de nombreuses légendes urbaines et la communauté locale, bien qu'elle s'y rende souvent, a beaucoup de superstitions sur la façon d'y être en sécurité. Je venais de rompre avec mon partenaire et ma colocataire savait que je me sentais déprimée. Les examens approchaient à grands pas, alors elle a décidé de m'aider à me changer les idées et nous a suggéré d'aller dans un endroit sympa qu'elle avait trouvé la semaine dernière pour nous détendre et nous déstresser. Nous avons pris quelques bières avec nous et avons roulé jusqu'à cet endroit isolé dans la forêt. Dès qu'on a quitté la route goudronnée principale dans la forêt, j'ai vu 2 ou 3 choses qui m'ont déstabilisé. On pouvait apercevoir les maisons abandonnées d'une ville fantôme depuis le terrain plus élevé sur lequel se trouvait la route, et nous avons vu cette vieille poupée pendue à une corde sur un arbre. C'était flippant, et nous n'y avons pas vraiment réfléchi et avons continué à rouler. Nous sommes arrivés dans une clairière et nous nous sommes garés derrière des arbres, avons ouvert l'arrière de notre voiture et avons commencé à parler et à écouter de la musique. Environ 10 minutes plus tard,
2 véhicules sont apparus de la route et se sont garés dans la clairière. Mon amie ne leur a pas prêté attention, elle a continué à parler, mais comme je leur faisais face depuis l'endroit où j'étais assise, je ne pouvais pas m'empêcher de les observer. Ces types sont sortis de chaque voiture, ont parlé pendant quelques minutes, puis je les ai vus sortir un objet recouvert d'un sac en plastique noir. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué que ces derniers avaient des revolvers et pas des fusils de chasse comme je vois souvent dans cette ville. Ils ont commencé à mettre le feu au sac. J'ai dit à mon amie de descendre. Elle s'est retournée et les a vus pour la première fois. De la fumée noire s'élevait du sac, et tout en essayant de garder la tête baissée et de leur jeter des coups d'œil furtifs, je les ai vus sortir un deuxième objet de la voiture. Je les ai entendus tirer dessus, juste avant d'y mettre le feu. À un moment donné, j'ai levé les yeux et j'ai remarqué qu'ils pointaient notre voiture du doigt. Et nous les avons vus marcher dans les bois, essayant peut-être de suivre nos traces ou de nous chercher. Tout ce que je sais, c'est qu'à ce moment-là, j'ai dit à mon ami de sauter sur le siège conducteur et de nous en aller. J'ai fermé la porte arrière et entre ça et le démarrage de la voiture, les gars l'ont entendu et ont commencé à courir vers nous, puis se sont dirigés vers l'une de leurs voitures et sont montés dedans. Nous avons franchi une colline et à un moment donné, nous les avons perdus. Nous avons conduit jusqu'à une ville voisine et avons erré pendant un moment, juste pour nous assurer que personne ne nous suivait avant de retourner à notre dortoir. Ce jour-là, nous avons essayé de tourner la situation en dérision et nous nous sommes saoulés jusqu'à ce que nous nous effondrions en sachant que nous avions vu quelque chose que nous n'étions pas censés voir. Au début, nous étions terrifiés à l'idée de le dire à qui que ce soit, mais nous avons fini par le dire aux officiers du campus qui ont contacté la police mais n'ont jamais rien trouvé. Je voulais raconter ce qui nous est arrivé à moi et à mon compagnon en septembre 2023. Nous étions en train de traîner avec nos 2 nouveaux amis, un couple. Disons qu'ils s'appellent John et Jennifer. Ils ont décidé de camper au centre de loisirs de Todd Lake qui se trouve dans la forêt nationale de George Washington et nous ont invités à passer du temps dans leur camping, à boire quelques bières, à nous détendre près du feu de camp, etc. Mon partenaire et moi avons décidé que nous n'étions pas prêts à passer la nuit en camping, mais que nous pouvions passer un peu de temps ensemble. Le centre de loisirs n'étant qu'à 45 minutes de chez nous, nous avons pensé que nous pourrions conduire si nous ne buvions pas trop. Nous arrivons donc vers 16h30 et nous prenons des snacks, sandwichs, chips, rien de spécial et des sodas alcoolisés. Nous nous rendons au lac et laissons leurs chiens se baigner, puis nous décidons de rentrer au camping et d'allumer un feu. Je savais que nous n'allions pas passer la nuit ici, alors j'ai noté le nombre de verres que j'ai bu et la nourriture que j'ai mangée pour m'assurer que j'étais en état de conduire plus tard. Au total, j'ai bu 5 sodas alcoolisés pendant toute la nuit. Je ne veux pas passer pour une alcoolique, mais 5 sodas n'expliquent pas ce qui nous est arrivé cette nuit-là. Je sais gérer mon alcool et je suis responsable lorsque je bois en me régulant, en mangeant et en buvant de l'eau entre chaque boisson. Nous sommes donc près du feu avec John et Jennifer, et l'instant d'après, John nous dit « Et vous voulez marcher jusqu'au lac ?» Et nous répondons « Oui, bien sûr, allons-y. » Le camping dispose d'un petit sentier qui mène là-bas, à une distance d'environ 2 km. Ça ne devrait prendre que quelques minutes, c'est là que ça devient bizarre. Je regarde mon téléphone portable et vois qu'il est 20h30. Je décide de le mettre dans la voiture avant de marcher jusqu'au lac, car je ne veux pas le perdre. L'instant d'après, je me suis réveillée dans les bois, évanouie sur le sol sur un sentier avec mon partenaire au milieu de la forêt nationale George Washington, à 1 heure du campement, et John et Jennifer étaient introuvables. Mon partenaire était sur le dos, la tête tournée sur le côté, et j'étais allongée à moitié sur la mousse, et à moitié sur lui, la tête tournée sur le côté. C'était comme si nous étions parfaitement placés. Nous étions perdus, et nous nous sentions tous les deux extrêmement confus et malades. Nous avons commencé à vomir et avons dû faire des pauses pour essayer de trouver le campement de nos amis.
Il nous a fallu 1 heure pour revenir et il s'est avéré que nous avions marché 1 heure à l'extérieur du centre de loisirs. Nous n'avions aucun souvenir de la façon dont nous étions arrivés là, de la raison pour laquelle nous étions tous les deux évanouis au milieu des bois la nuit et pourquoi 5 sodas alcoolisés avec de la nourriture sur une période de plusieurs heures avaient rendu l'un d'entre nous malade et lui avaient fait perdre la mémoire en même temps. Mon partenaire était complètement désorienté et a commencé à crier à l'aide. Je l'ai supplié de se taire parce que je me sentais très mal et que je n'avais aucune idée de l'endroit où nous nous trouvions. J'ai eu besoin d'un moment pour me ressaisir et m'orienter afin d'essayer de sortir de notre situation actuelle. Il faut savoir que nous sommes tous les deux de grands randonneurs et que nous sommes très à l'aise dans la nature, même seuls. Cependant, à ce moment-là, j'étais très reconnaissante de ne pas m'être réveillée seule dans les bois la nuit sur un sentier. Heureusement, il était avec moi. Pendant tout ce temps, nous avons eu l'impression d'être observés alors que nous essayions de retrouver notre chemin. C'était déstabilisant. J'ai dit à mon partenaire que quelque chose ne tournait pas rond et qu'à notre retour, nous devions monter dans la voiture et partir. Nous étions tous les deux très choqués de nous être évanouis simultanément. Je sais ce que vous pensez tous. Nos amis auraient-ils mis quelque chose dans nos boissons? Mais pourquoi John et Jennifer nous auraient-ils fait ça? Nous sommes finalement rentrés au camping et j'ouvre d'abord ma voiture et attrape mon téléphone pour voir l'heure qu'il est. Il était 2h30. Mon cœur s'est effondré. Comment ça a-t-il pu se produire? Comment a-t-on passé de 20h30 alors que nous marchons vers le lac qui se trouvait à 2 km de leur camping à 2h30 du matin? Avant de décider de partir, mon partenaire a frappé à leur tente et leur a dit « Hey John, nous partons. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut qu'on parte d'ici. Il y a quelque chose qui cloche. » John répond alors « Où est Jennifer ?» Et mon partenaire et moi, nous nous regardons tous les deux inquiets et disons à John « Comment ça? Elle n'est pas dans la tente avec toi ?» Et il répond « Non, je pensais qu'elle était avec vous deux. » C'est alors que nous avons tous décidé de partir à la recherche de Jennifer. John a dit que la dernière chose dont il se souvenait était que nous étions près du feu, qu'il nous avait demandé si nous voulions descendre au lac et que des heures plus tard, il s'était réveillé sous la table de pique-nique de camping sans se souvenir de la façon dont il était arrivé là. Cependant, quelque chose semblait louche et il était beaucoup trop détendu. Nous avons trouvé Jennifer sur le sentier menant au lac, affalée, endormie dans les bois près du camping. Ni l'un ni l'autre ne se souvenait de ce qui s'était passé et de la raison pour laquelle nous nous étions tous retrouvés dans ces endroits. Il faisait brumeux et sombre sur la montagne. Je tremblais, je claquais des dents, je me sentais mal et j'avais envie de rentrer chez moi. Nous avons pris la voiture et sommes rentrés à la maison, mais il nous a fallu un certain temps pour nous calmer suffisamment pour dormir. Lorsque nous avons parlé à John le lendemain matin, il a ri et nous a dit « Peut-être que nous ne devrions pas boire autant la prochaine fois que nous sortons ensemble. » Je me souviens que nous nous sommes tous retrouvés près du feu et que nous avons parlé d'aller au lac, mais je suis resté pour m'occuper du chien et vous trois êtes allés là-bas. John a changé son histoire par rapport à ce qu'il avait dit la veille. Quelque chose ne me semblait pas normal. Le centre de loisirs du lac Todd était presque vide. Nous n'avons vu qu'une seule autre famille camper cette nuit-là et elle n'était pas près de notre emplacement, ce qui était également étrange. Mon partenaire et moi n'avons pas bu suffisamment au point de nous évanouir, surtout en même temps. Alors que s'est-il passé? Nous étions endoloris et un peu fatigués, mais nos seules pensées étaient qu'il devait s'agir de quelque chose de paranormal ou qu'ils avaient mis quelque chose dans nos verres. J'ai commencé à avoir des flashbacks et tout ce dont je me souviens, c'est du visage de John sur la plage, puis du noir. Des extraterrestres nous avaient-ils enlevés? S'agissait-il de quelque chose tiré du folklore des Appalaches, comme Mothman ou une autre créature bizarre? Mon partenaire a perdu son téléphone cette nuit-là, alors j'ai appelé le ranger le lundi suivant. Ils ont dit qu'ils l'avaient trouvé dans les bois, abîmé entre les campings 5 et 6, mais John et Jennifer campaient au camping 1. Le garde forestier nous l'a renvoyé par la poste parce que je ne voulais pas y retourner en voiture. J'avais un horrible creux dans l'estomac. Une partie de moi ne veut pas savoir ce qu'il y a sur cet iPhone. Le lendemain, mon compagnon a été violemment malade et j'ai tremblé toute la journée en claquant des dents et en ayant des frissons. Honnêtement, nous aurions probablement dû aller à l'hôpital. En 30 ans, je n'ai jamais rien vécu de tel
et aujourd'hui encore, nous sommes sceptiques à l'idée de rencontrer de nouveaux amis ou de voir de nouvelles personnes entrer dans notre vie. Quoi qu'il en soit, nous sommes tous les deux très reconnaissants d'être rentrés chez nous sains et saufs cette nuit-là et d'être ensemble. Mon compagnon n'a pas de réseaux sociaux, mais j'ai bloqué John et Jennifer sur le mien et nous ne les avons pas revus depuis. Nous avons déménagé dans un autre état en 2024, pas pour cette raison, mais j'ai fait face à beaucoup de terreurs nocturnes depuis que cela s'est produit. Je m'inquiète maintenant de savoir si c'était John ou les deux. Est-ce qu'ils font ça à d'autres personnes ?